Alors, vous êtes professeur de sciences économiques et critique gastronomique. Votre histoire est absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette passion du sushi ? La passion du sushi, elle est née en 2018 dans un formidable déjeuner d'anniversaire avec ma maman, dans un restaurant qui s'appelle Benkei dans le 15e. C'était la première fois que je goûtais de la vraie cuisine japonaise. Et à partir de là, c'est fait un petit chemin, comme je le raconte dans le livre, vers les plus grandes tables japonaises en Europe, puis à New York, puis à Tokyo. Le sushi qui vous a même sauvé d'une obésité morbide, en fait. C'est ça. Avant ça, je m'alimentais très mal. Et puis quand j'ai recréé un lien avec les vrais aliments, la vraie gastronomie, je me suis éloigné de tous les produits ultra transformés, des fast-food, etc. pour me diriger vers de la nourriture plus saine. Et j'ai perdu presque naturellement une trentaine de kilos. Incroyable. Le sushi, dont la quintessence est le nigiri, c'est cette tranche de poisson cru que tout le monde connaît, drapée sur du riz vinaigré. Alors tout le monde connaît, mais forcément pas le top du sushi. À la base, tout d'abord, c'était une méthode de conservation du poisson. C'est ça, historiquement, c'est en Chine, on gardait le poisson dans le riz avec du sel. Puis la recette est arrivée au Japon. Quelques siècles plus tard, les Japonais ont essayé de ne plus jeter le riz. Et après, pendant l'ère Edo, donc il y a quand même déjà un moment, c'est là qu'on a commencé à façonner les sushis plus modernes qu'on peut manger aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui existe depuis plus d'un millénaire. Alors, vous avez fait le tour des comptoirs à sushi. Vous vous êtes rendu à Paris, vous venez de le dire, ça a été votre découverte, mais après, vous en avez fait d'autres. Vous êtes même allé jusqu'à Brest. Ensuite, Londres, Barcelone, Copenhague, New York et enfin le Japon. Comment êtes-vous parvenu à vous immiscer ? Parce que finalement, on comprend à la lecture de votre livre que c'est un milieu extrêmement fermé. C'est un milieu très fermé, d'autant plus quand on n'est pas très fortuné. Donc, on crée des relations de confiance avec les chefs, avec les producteurs. Et comment vous avez fait ? Eh ben, je parle aux gens. J'ai eu la chance, pendant le Covid, de pouvoir apprendre le japonais. Donc, j'ai pu créer des relations avec les chefs, les autres clients, les producteurs. Et puis, petit à petit, les portes s'ouvrent. On rencontre de plus en plus de personnes. Et surtout, j'étais pas motivé par quelque chose de malsain. C'était plutôt une passion, un intérêt qui était assez pur. Et ça, je pense que les gens l'ont vu. Ce qui m'a permis de découvrir beaucoup d'endroits à travers le monde et de me lier d'amitié avec beaucoup de gens aussi passionnés que moi. Et pourquoi est-ce que c'est un milieu aussi fermé ? Parce que c'est des tout petits restaurants, c'est des comptoirs de 7 à 8 places. Dans les comptoirs les plus cotés, que ce soit au Japon ou ailleurs, les places s'arrachent, ils sont souvent pleins. Et donc forcément, c'est difficile, parce qu'il y a la barrière du prix, c'est pas des repas qui sont donnés. Ça coûte combien, par exemple, pour manger au niveau de la gastronomie ? Ça commence à 150 € par tête, et puis ça va... En France, je dirais, ça doit pas dépasser 500 €. À New York, ça va jusqu'à 1000 ou 1200 $. Et au Japon ? À Tokyo, puisque l'yen est faible, on est autour de 150, 200 €. Mais si on reprenait le taux de l'époque, 1 € pour 120 yens, on serait plutôt entre 300 et 400 €. Et pourtant, lorsque vous êtes arrivé au Japon, vos premiers repas qui auraient dû être déjà à la hauteur de vos attentes ne l'étaient pas. Vous avez été déçu dans un premier temps. J'ai été déçu dans par un rapport premier à ce que temps, vous c'est aviez ça. connu avant. Exactement, comme je le raconte dans le livre, en fait, il y a tellement de restaurants de sushi à Tokyo. Ils sont tous bons, mais ils sont pas tous excellents. Et moi qui m'attendais à immédiatement trouver l'excellence, ça n'a pas été le cas. Et finalement, il m'a fallu un petit peu de temps pour savoir où est-ce qu'il fallait manger, où est-ce que c'était vraiment bon. Et puis une fois qu'on sait où il faut aller, il faut réussir à y aller. Et il y a encore aujourd'hui des restaurants où je peux pas rentrer parce que c'est trop fermé. Mais en même temps, vous vous êtes fait pas mal de copains parmi les itamae, c'est comme ça qu'on les appelle, les maîtres sushi. Itamae, c'est pas les maîtres sushi, c'est simplement les maîtres qui travaillent devant le comptoir. Il y en a qui font de la viande, d'autres qui font des nouilles, etc. Itamae, ça veut simplement dire celui qui travaille devant le comptoir. Alors, la quête du sushi parfait, c'est le titre de votre livre. Moi, j'ai une question, vous l'avez trouvé finalement ? Moi, je l'ai trouvé, en tout cas, c'est très personnel, évidemment, parce qu'à ce niveau de haute gastronomie, on préfère un chef ou un autre. Pour moi, le sushi parfait, il est à Ginza, à Tokyo, chez Sushi Arai, l'un des restaurants les plus cotés et surtout l'un des restaurants les plus durs à réserver au monde. Et c'est vraiment, pour moi, c'est la quintessence du sushi. C'est quoi ? C'est le nigiri d'Ancornet ? C'est ça. Que Moi, vous avez particulièrement aimé ? Le nigiri d'Ancornet, c'est ma pièce préférée, mais chez Arai, la meilleure pièce, c'est le thon. Et il tire une grande fierté de ses pièces de thon. Les gastronomes chinoises disent justement que les poissons changent de goût en fonction de leur coupe. C'est vrai, ça ? C'est ça s'appelle kireaji en japonais. Le poisson, en fonction de sa coupe, change de texture et change de goût. Tout comme, par exemple, quand on mangerait un jambon sec tranché très finement parce que c'est meilleur d'en profiter comme ça. Il y a des poissons qui doivent être tranchés finement, d'autres qui gagnent du goût et des saveurs quand ils sont tranchés de manière épaisse. Il y a tout un art derrière cette cuisine qui a l'air si simple. C'est une cuisine du temps, de découpe, de compréhension des produits. Et finalement, pour connaître la vraie quintessence du sushi, il faut aller chez un chef qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de bonnes expériences. Alors justement, votre regard sur les sushis industriels. J'ai même lu dernièrement qu'on parlait maintenant de sushi vegan. Moi, je pense que pour moi, le sushi vegan, c'est pas la chose qui me heurte le plus. Sushi, ça
veut simplement dire... Oh, mais enfin, sushi sans matière animale, Bah, c'est sushi, pas au départ, ça veut si. dire révinaigré. Donc, si on peut Ah faire du d'accord, sushi donc ça n'a rien à voir en fait. C'est consommé grandement avec du poisson parce que le Japon est un archipel et donc forcément, ils ont une biodiversité marine qui est formidable. Mais il existe au Japon des sushis faits sans poisson qui sont pas pour autant mauvais. Ça dépend vraiment de la technique du chef. Après, je sais qu'ici, dès qu'on parle de sushi vegan, de sushi de chaînes de restaurants de sushi, c'est jamais vraiment très bon. Mais je sais qu'au Japon, il y a des sushis de champignons, de matsutake, etc., qui sont très réussis. Donc le sushi vegan, pourquoi pas, mais toujours avec des bons produits, avec un bon chef et les bonnes préparations. Comment reconnaît-on, quand on se balade dans les capitales, puisque c'est un phénomène mondial, le sushi, que a priori on va en manger des bons? On évite les restaurants qui servent en même temps sushi et yakitori, ça n'existe pas. Soit un restaurant sert du sushi, soit il sert Sushi et yakitori, donc les à brochettes. toutes les brochettes. C'est ça, Oui. sushi brochette, généralement vous évitez. Si les menus ont des numéros B1, B2, etc., vous évitez. Vous essayez d'éviter les restaurants qui ont des noms de villes japonaises, du style Tokyo, Osaka, etc. Souvent, c'est pas des vrais restaurants de sushi. On préfère un chef japonais et du staff japonais, même si c'est pas obligatoire. Il y a des chefs non japonais qui font des très bons sushis. Et souvent, dans les vrais restaurants de sushi, bon, les cartes sont un peu mal traduites en française, hein. Et au-delà de ça, on a aussi pas d'indication sur ce qu'on va manger. Par exemple, on a écrit menu sushi, sans pour autant savoir ce qu'on va manger, parce qu'en fonction des arrivages, le chef sélectionne les meilleurs poissons et il décide si aujourd'hui il fait des makis, si aujourd'hui il fait des nigiri, etc. Donc on essaie d'aller dans un restaurant japonais où le chef est japonais et où il propose des menus en fonction de sa convenance. Alors il y a aussi, on va finir par ça, il y a un site Instagram que vous avez créé qui est suivi par des milliers de personnes. C'est ça, j'ai mon compte Nigiri Paris sur lequel je retrace toutes mes aventures et tous mes voyages. Il y a aussi des guides pour manger à Paris, à New York, à Tokyo, partout au Japon. Et je référence les meilleurs restaurants de sushi. Puis souvent, je réponds à tous les messages. Et donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, @nigiri.paris. On raconte l'histoire des grands sushis. Merci beaucoup, Jady Brahim, d'être venu pour la quête du sushi parfait aux éditions Les Arènes. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre journal. Bon appétit.